un chat, un robot, bah ça donne un chatbot. Un robot chat qui détruit tout sur son passage. Non, on s'emporte un peu. Un chatbot, c'est quoi? Je sais pas, demandons donc la définition. Alors un chatbot est un programme informatique capable de simuler une conversation avec un ou plusieurs humains, par échange vocal ou textuel. Chat pour discussion et bot pour robot. On peut les appeler aussi agents conversationnels. Mais ils kiffent moins, même si ça fait plus classe. Ouais, je discute avec un agent conversationnel, quoi. Aujourd'hui, de nombreuses marques et leurs services clients utilisent des chatbots à travers les messageries en ligne. Ils fonctionnent en s'appuyant sur une base de données de questions-réponses qui sont déclenchées en fonction de certains mots-clés dans la discussion. L'intelligence artificielle évolue et désormais il est possible de commander un taxi, prendre un billet d'avion, se faire livrer directement en discutant avec un bot. Sans oublier de passer à la caisse, bien sûr. Un chatbot, donc c'est un robot, mais qui n'a pas d'existence physique, pas matérielle, avec lequel on va discuter de manière plus ou moins naturelle pour répondre à des besoins. L'objectif, c'est de faciliter la vie de ses utilisateurs, quels qu'ils soient. Si on prend l'exemple de la météo, vous tapez météo Paris, vous allez avoir un moteur de recherche, plein de réponses sur la météo à Paris. Si vous demandez à un bot quel temps il fait à Paris, il va vous dire voilà, il fait tel temps à Paris, profites-en. Il peut aussi avoir un peu de la tonalité, le langage, une façon de dire tiens, t'as qu'à sortir, au contraire reste chez toi, si tu veux je te conseille des films, etc. Il est beaucoup plus naturel et il va lui aussi prendre la parole. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire envoie-moi tous les matins la météo de Paris, ce que vous ne pouvez pas demander à un moteur de recherche. Donc c'est vraiment un genre de compagnon, d'associé avec qui vous allez discuter pour répondre à des besoins. Sur une appli de news, il y a Quartz par exemple qui l'a très bien fait. Il va arriver vers vous, vous dire voilà ce qui s'est passé aujourd'hui, voici 5 news importantes de laquelle tu veux discuter. Et plutôt que de lire soi-même l'article de A à Z, là il va vraiment discuter avec vous pour vous apporter la news comme si en fait vous discutiez autour d'un café avec un ami qui vous disait mais attends, mais t'as vu ce qui s'est passé dans la presse? Ah ok, t'es au courant de ça, je vais déjà aller à l'étape d'après. Ça t'intéresse? Attends, on va creuser parce que tu sais qu'il y a un mois, voilà ce qui s'était passé. En fait, la news se construit aussi au fur et à mesure que vous échangez avec lui, ce qui n'a rien à voir avec lire un magazine ou un site de news statique, quoi. Par exemple, si vous demandez à un bot qu'est-ce qui va plus vite entre un skate et un avion, il y a de grandes chances qu'ils ne comprennent pas. Mais si vous demandez à un chatbot trouve-moi 3 billets d'avion à moins de 500 km de chez moi, à moins de 100 € demain, en une demi-seconde, un bon bot de voyage, par exemple, il va vous le trouver. Et c'est ça que les bots sont en train de comprendre, c'est de dire on arrête de mettre le temps de cerveau sur le design des applis, le design des sites, des interfaces, etc. On met toute la complexité chez nous, et l'humain, on le laisse le plus libre possible. Et un bot, on est censé pas passer beaucoup de temps dessus, en fait. On l'utilise, tac, tac, j'ai mon info, je repars, je suis très content. La plus belle technologie, c'est celle qu'on voit pas. Et quand on pense technologie, quand on pense 2050, 2100, on n'a pas envie d'avoir des fusées, des avions, des trucs, d'être toujours sur notre téléphone, sur des interfaces, avoir des lunettes. Non, en fait, quand on s'imagine heureux, on veut être dans les champs, à la plage, être avec nos amis, juste profiter. Et ça veut pas dire qu'on ne veut pas de technologie. Ce qu'on veut, c'est la technologie qui est transparente. Bonsoir. On a tous ce pote un peu cool sur Facebook qui connaît toutes les bonnes adresses, a l'air d'avoir le style de vie d'un millionnaire alors qu'il est soi-disant au SMIC. Depuis notre rame de métro, on voit ses photos parachute ascensionnel, au-dessus de San Francisco, au frais d'un local sympathique. Bon, on n'a pas forcément envie d'être ce pote, mais on aimerait bien pouvoir en profiter aussi parfois, nous aussi. Imaginez quelqu'un qui vous souffle ses bons plans, qui vous conseille, mais juste en discutant avec lui, qui apprend à vous connaître, à connaître vos goûts, votre contexte, et puis gratuitement vous fait part de bonnes adresses pour vous aider à passer des bons moments. Mais c'est ce dont j'ai rêvé, et j'ai décidé de le créer. Enfin,
Pas vraiment en fait. Au départ, j'ai créé une plateforme d'échange pour les étudiants que j'étais alors. On pouvait tout y partager, des apparts, des stages, des soirées, des trottinettes abandonnées. La plateforme a eu un succès mitigé. En langage start-up, ça veut dire un échec. Bon, pourtant, on avait mis le doigt sur quelque chose, on répondait à un vrai besoin. Nos utilisateurs cherchaient quand même quelque chose, un outil pour répondre à leurs demandes. Mais la plateforme que nous, jeunes entrepreneurs en herbe avec des étoiles plein les yeux, on avait imaginé, la solution toute faite qu'on avait essayé de plaquer tant bien que mal entre leurs mains, n'était pas adaptée. Alors on a tout jeté. 2 ans de code, de design, de sueur. Et on a proposé à une vingtaine d'étudiants de venir nous voir dans nos bureaux et de nous raconter un peu ce qu'ils pensaient de nos nouvelles idées d'appli révolutionnaires. Et alors là, autre surprise, ils n'en avaient rien à faire d'avoir une énième appli, d'avoir à apprendre à l'utiliser, de se créer un compte, de la télécharger. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était quelqu'un qui les aide à résoudre leurs problèmes qu'ils ont bien précis en tête. Trouver un bar pour emmener leur date Tinder, une date cadeau pour les 50 ans de leur maman, un stage à New York, une salle de gym près de chez eux. Donc on a arrêté d'essayer de leur faire tester l'application et on s'est mis autour d'une table et on s'est attelé à répondre à ces problèmes, très concrètement. Donc il faut imaginer une bande de 7 jeunes diplômés qui répondent de vive voix, puis par email, par SMS et enfin par Messenger, ce qu'on fait encore aujourd'hui, à ces demandes. Et donc, on est là autour d'une table avec des post-it, on note toutes nos actions, nos idées, nos blocages. Et tous les quarts d'heure, Loïc, mon associé ingénieur, il collecte ces post-it, et dès qu'on voit qu'on fait quelque chose plus de 3 fois à la main, il le code. Et c'est comme ça que nos premiers algorithmes de classification de messages, d'analyse de requêtes, de recherche, contenu, même de génération de texte, sont nés. Et donc, ça marche. Au bout de 3 semaines, ces 20 étudiants de départ un peu sceptiques sont devenus 800. Ils se passent le mot, et ils nous font part de leurs demandes diverses et variées, et on y répond. Bon, on essaie d'être un peu malin, donc on industrialise le process, d'abord à l'aide d'un outil existant, et puis par petites itérations, on construit notre propre back-office basé sur l'intelligence artificielle qui peut recevoir des demandes et y répondre. Et donc, sans vraiment m'en rendre compte, je me retrouve à développer, à construire une entreprise basée sur l'intelligence artificielle. Je ne dirais pas que ça m'est tombé dessus, mais disons que l'intelligence artificielle, pour nous, ça n'a jamais été une fin en soi, ça a toujours été un moyen. Et ce que je viens de vous raconter, c'est l'histoire de la naissance de Jam, mon entreprise, qui est ce qu'on appelle un genre de chatbot, mi-humain, mi-intelligence artificielle, une intelligence artificielle conversationnelle. Aujourd'hui, on est une équipe de 15 à développer ce service qui est gratuit. On échange, Jam en tout cas, échange en moyenne un message toutes les 10 secondes. Et on se rémunère grâce aux bons plans, aux offres négociées qu'on va aller chercher pour répondre aux besoins de nos utilisateurs. En fait, on est un peu comme un concierge du kiff, gratuit pour tout le monde, qui peut vous réserver un resto sur la fourchette, vous aider à organiser votre prochain week-end, lancer une playlist, trouver un bar. Et cet été, on s'est un peu posé, on a fait le bilan de ce qui a fait la valeur de Jam et ce qui nous a motivés à le créer. Alors au départ, oui, c'était pour aider les étudiants dans leurs galères. Mais aujourd'hui, on a l'opportunité d'avancer, d'aider encore plus de gens. Donc on s'est posé la question, pour quelle douleur, dans quel contexte, dans quel but? Et notre vision chez Jam, c'est d'aider chacun à prendre les meilleures décisions. Une bonne décision, c'est l'alliance un peu magique de 2 choses. C'est avoir la bonne information et avoir la capacité de passer à l'action. Bon alors, une bonne décision, oui, mais pourquoi? En tout cas, il faut bien commencer par un angle. On n'a pas envie de faire quelque chose complètement anodin. Quel temps fait-il dehors? Combien y a-t-il de pingouins en Antarctique? Oui, on a eu cette question et on y a répondu. Et ni complètement quelque chose de déterminant pour votre vie, votre premier appartement, un emploi. Donc, au milieu de tout ça, il y a quelque chose qui nous semblait intéressant, qui nous plaît, qui nous motive, c'est le temps libre, les bons moments. Aider les gens qui s'adressent à Jam à trouver des choses sympas à faire qui leur correspondent pour leurs bons moments. Et ça pose des vraies questions. Il faut apprendre à vous connaître, à connaître vos goûts, mais aussi définir les valeurs et le mode de fonctionnement de notre intelligence artificielle. Parce que lorsque vous échangez avec une intelligence artificielle, lorsque vous interagissez avec elle, c'est très différent que d'interagir avec une interface sur un site ou une application. Vous entrez dans une vraie relation qui est basée sur l'échange, sur la confiance, sur la régularité.
Alors oui, l'intelligence artificielle, au début, elle vous propose des petites choses. Elle va vous recommander des bars, des restos, des week-ends, des playlists, des films. Mais régulièrement, et mis bout à bout, ça peut avoir un vrai impact sur votre vie. Enfin, en tout cas, je l'espère, sinon je ne serais pas là. Et la question qui se pose, c'est comment on va qualifier cet impact de positif? Des recommandations pertinentes, personnalisées, certes, c'est une évidence. Mais les valeurs de l'intelligence artificielle et son mode de fonctionnement sont aussi très importantes. Prenons un exemple qui peut paraître anodin. Vous dites à une intelligence artificielle que vous avez faim, elle vous propose un burger. Près de chez vous, qui a l'air appétissant, peut-être même avec une réduction. Donc, sauf sensibilité alimentaire contraire, vous serez sûrement satisfait. Mais si à chaque fois que vous avez faim, elle vous propose un burger. Là, ça paraît anodin, mais en extrapolant, on peut commencer à comprendre les enjeux réels que ça pose pour votre santé et d'autres aspects de votre vie. Parce que prendre une question et y répondre comme si c'était un besoin isolé, que quelqu'un venait s'adresser à Jam, s'adresser comme sur un site, une interface, et juste chercher à répondre à ses critères, à le mettre dans ses habitudes, oui, c'est un choix que certains algorithmes autour de nous font. C'est un choix de design, c'est un choix de la part des entrepreneurs, des ingénieurs derrière l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, elle peut au contraire faire le choix de surprendre, de sortir des habitudes, des sentiers battus. Et c'est ça, selon nous, le grand défi de l'intelligence artificielle et notre responsabilité à tous. Chez Jam, on a défini ce sont nos valeurs. On les a définies et elles guident la façon dont on crée le produit et la technologie derrière. C'est des valeurs de bienveillance, c'est encourager et même récompenser l'ouverture d'esprit, l'émerveillement, la sérendipité, la surprise. Donc, très concrètement, dans le produit, nos recommandations, ça va se traduire par démystifier les plats au quinoa, rendre cool une expo classique. Dans la technologie, rajouter une notion d'aléatoire dans les algorithmes, faire des propositions qui ne correspondent pas exactement toujours aux critères exacts de l'utilisateur. Parce que, rappelons une chose toute simple. L'intelligence artificielle, elle est au service de l'homme. Alors, pas uniquement par philosophie, mais aussi par contrainte économique pour assurer sa viabilité. Si l'intelligence artificielle, elle vous propose toujours la même chose, qu'elle ne dépasse pas d'une certaine façon l'état de l'art de l'action humaine, on ne la qualifiera pas d'intelligente. Pour avoir l'air intelligente, elle doit un peu rompre les habitudes, elle doit s'adapter à vos exigences, à vos contraintes. Et tant que vous vous attendez, mais que vous exigez même d'être surpris, de bouger de votre canapé, les ingénieurs, les designers, les entrepreneurs derrière les algorithmes devront s'adapter. L'intelligence artificielle, c'est pas juste construit par une bande de geeks fous ensuite à capuche dans des caves. C'est dès aujourd'hui, par nos millions de clics, de petits choix, de petites décisions, de petites préférences. L'intelligence artificielle, c'est pas une lubie futuriste. On l'imagine en train de faire décoller, atterrir des fusées, mais plus concrètement, plus modestement, aujourd'hui, elle nous recommande des films à voir, elle nous suggère des amis à ajouter, elle nous incite à lire des articles. Donc si on prend cet exemple des articles, s'informer par soi-même, aller chercher l'information, diversifier ses sources, et pas toujours par des articles recommandés, c'est un petit message à envoyer aux algorithmes et à ceux qui les conçoivent. Donc la prochaine fois que vous précipitez votre pouce ou votre souris sur un article conseillé, recommandé qui titre « Et si Trump était un personnage Disney ?» réfléchissez-y à 2 secondes. Ce sera un petit acte de résistance, voire d'intelligence. Merci.